Salut les génies et bienvenue dans ce cours sur la vascularisation et l'innervation du membre inférieur. Alors sans plus tarder, on va commencer par un petit rappel sur la structure des artères, parce qu'on commencera par artères, veines ensuite, innervation et aussi les lymphatiques un petit peu. Donc pour commencer avec les artères, on va rappeler qu'il y a globalement 3-4 couches dans une artère. On a dans le plus interne l'endothélium, qui est directement en contact avec le sang, qui repose lui-même, donc cette couche unique de cellules qui repose sur une membrane basale, pour faire le lien ensuite avec une membrane élastique interne, donc une limitante interne élastique, puis une musculaire et enfin une élastique externe qui sera elle-même entourée d'un adventice. Donc si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait même 6 couches. Alors certains disent 4 couches parce qu'en fait ils regroupent les limitantes élastiques comme une couche en fait. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'ai même tendance à dire 5 couches. Donc c'est plutôt 5, 6 couches. Voilà. En réalité on parle de 3-4 couches parce qu'on pense à tunique externe, moyenne, interne. Mais dans chacune de ces tuniques, il y a plusieurs limitantes. Le membre inférieur est divisé en plusieurs régions qui s'adaptent à la vascularisation, avec la partie de la fesse qu'on va parler de glutéale, partie de la cuisse, du coup ça sera fémorale, partie de la jambe tibiale, partie de la cheville et du pied. À chaque fois on va faire une petite description avec l'origine, le trajet, la terminaison de cette vascularisation, ses rapports, ses collatérales et ses repères. Donc c'est parti, nous voici ici avec un squelette et une vascularisation artérielle sur l'application Visual Body. Très très bon investissement, hein, clairement. Ici, on a quoi? On a notre aorte abdominale, d'accord, donc qui est descendante et qui va se diviser au niveau donc du bassin. Vous le voyez ici avec les iliaques droit et gauche. Donc notre aorte abdominale qui va se diviser au niveau du disque intervertébral L4, L5, que je vous mets à chaque fois, quand je vous parle d'un élément, je vous le mets en surbrillance bleue. Donc il se divise au niveau du disque intervertébral L4, L5, et si on veut parler d'un corps vertébral, on pourra tout bonnement parler du L4. Cette aorte abdominale se divise donc en artères iliaques communes droite et gauche respectivement, qui elles-mêmes, on va se concentrer sur la droite, qui elles-mêmes se subdivisent en artères iliaques externes et artères iliaques internes, et ceux de chaque côté bien évidemment. C'est principalement l'artère iliaque externe que vous voyez en surbrillance, comme je vous l'ai dit, qui va le plus vasculariser le membre inférieur, comme vous le voyez ici si on dézoome, voilà. C'est l'artère iliaque interne qui va donner les gros vaisseaux pour vasculariser cuisses, jambes, etc. Tandis qu'en fait, l'artère iliaque interne partira donc en bas, mais plutôt en arrière, et principalement pour vasculariser en fait beaucoup déjà les organes génitaux et un petit peu la fesse. Donc l'artère iliaque interne, comme on l'a dit, c'est une des deux branches qui provient de l'artère iliaque commune. Donc pourquoi commune? Parce qu'elle est commune à l'externe et à l'interne, d'accord? Comme je vous l'ai dit, elle va avoir un trajet vers le bas, l'arrière et le dedans, car elle va vasculariser les éléments, ce qu'on appelle du petit bassin et les viscères abdominaux. Elle se compose de 2 troncs, d'accord, qu'on voit si on zoome ici, donc l'artère iliaque interne, tronc antérieur, et branche, alors là c'est pas évident mais voici, branche postérieure, vu qu'elle se dirige un petit peu vers l'arrière et le dedans, d'accord, et vers le bas. Elle donne en fait 2 branches l'une devant l'autre, d'accord, le tronc antérieur et la branche postérieure, qui donnent ensuite eux-mêmes, vous l'aurez compris, des collatérales. Je vous mets ici un tableau donc, qui va vous récapituler. Je vais enlever cette petite ligne blanche, parce que voilà,
vous verrez mieux. Donc, je vous mets un tableau avec les collatérales du tronc postérieur, donc il y a 3 collatérales, et le tronc antérieur qui en a 8. Personnellement, c'est assez fastidieux, je trouve, de les apprendre, mais c'est toujours intéressant de regarder pour avoir une idée de ce que vascularise cette artère iliaque interne. Si par exemple, on s'intéresse au tronc antérieur que je vous mets en surbrillance juste ici, vous voyez qu'on va avoir une collatérale ombilicale, vésicale supérieure et inférieure, donc tout ce qui est relatif à la vessie, rectale moyenne, pudendale interne, donc pour les organes génitaux, et glutéale inférieure, comme je vous ai dit, la région de la fesse. Pour le tronc postérieur, on va avoir par exemple une ilio-lombaire, pour le petit bassin, une sacrale latérale et une glutéale supérieure, encore une fois, la région de la fesse. Donc, dans la suite de la logique, on a fait l'artère iliaque interne, passons maintenant à l'artère iliaque externe que nous voyons juste ici. Okay, après le dédoublement donc de notre artère iliaque commune sur le bord de notre vertèbre L5. Donc l'artère iliaque externe, son trajet est comment? Oblique vers le bas et le dehors et passe en avant du bassin sous le ligament inguinal que je vous mets en surbrillance juste ici. Ligament inguinal qui s'étend de où? De l'épine iliaque supérieure, d'accord, à la pointe du pubis. Ok. Et c'est donc sous ce ligament inguinal que cette artère iliaque externe vient former ce qu'on appelle, quoi? Vient former l'artère fémorale. C'est plutôt, d'ailleurs, il serait plutôt juste de dire que c'est seulement son passage sous le ligament inguinal qui permet de changer de nom, en fait. Il n'y a pas de... Vous voyez, c'est pas une division, d'accord? C'est même pas une bifurcation, parce qu'on voit clairement que c'est dans la continuité, mais c'est le passage de l'artère iliaque externe sous le ligament inguinal qui nous fait passer à l'artère fémorale. En fait, c'est juste un changement de région iliaque vers une région, vous voyez, fémorale. Voilà, tout simplement. Donc l'artère fémorale, comme on l'a dit, c'est la principale artère du membre inférieur et de la cuisse. Elle est palpable juste après le ligament inguinal, comme on l'a dit. Et on la nomme la bissectrice verticale du trigone fémoral. C'est une zone de compression lors d'un saignement intense, non réductible, donc une hémorragie du membre inférieur. Pour effectuer la compression, il faut quoi? Il faut repérer l'épine iliaque antéro-supérieure et le pubis, d'accord? Et on prend le milieu et on appuie très fort. Donc vous voyez, c'est en fait, on repère le trajet du ligament inguinal, épine antéro-supérieure et pubis. On prend le milieu, à peu près. Bon, là, sur Visual Body, c'est pas exactement, même pas du tout au milieu, c'est plutôt au tiers interne par rapport au pubis, et on appuie très fort. Mais anatomiquement, cette fémorale-là, elle est plutôt un petit peu plus haute, elle est un peu remontée, elle est vraiment au milieu du ligament. Voilà, donc c'est un point de compression. C'est aussi une zone de ponction artérielle pour les gaz du sang. Donc souvent, on a l'idée qu'on fait ça avec l'artère radiale, ok, au niveau du poignet. Mais on fait aussi les gaz du sang avec l'artère fémorale. Donc, point de ponction artérielle pour les gaz du sang. Aussi, un point de posage, j'ai envie de dire. Un point où on peut poser donc, des cathéters pour la circulation extracorporelle. L'artériographie abdominale et toutes ces choses-là. La coronarographie aussi, bien évidemment. On passe donc par l'artère fémorale et on remonte jusqu'au cœur. Elle a un trajet vertical, comme vous pouvez le voir, en bas et légèrement en arrière. Vous voyez, quand je me mets sur le côté, comme ça, en arrière, ok. Pourquoi? En fait, on peut penser ça de manière très logique. Le pubis, c'est un os qui est très en avant, comme vous le voyez. Et donc, pour aller s'aligner, comme elle passe devant ce pubis, pour aller s'aligner avec le fémur, elle revient un petit peu en arrière, donc son trajet vertical en bas. Elle rejoint la fosse
poplité, donc qui est derrière le genou. Vous voyez, ça c'est l'artère fémorale. Et on voit que, en plus d'aller, comme on l'a dit, vers le bas, elle va en arrière, mais jusqu'au bout, pour rejoindre la fausse poplité, pour passer un petit peu derrière le genou. Elle passe dans le canal des adducteurs, entre les muscles courts et longs adducteurs. Ça, je le préciserai plus tard avec l'application. En arrière du muscle sartorius et se termine dans la partie supérieure du creux du losange poplité, en regard de l'articulation du genou, comme on le voit juste ici. C'est un système artériel qui est passé d'avant en arrière. Vous voyez, bon là il y a la main, mais si vous voyez le haut de l'artère fémorale et le bas de l'artère fémorale, on passe vraiment du devant du bassin à l'arrière du genou. Je vous disais que cette artère fémorale se terminait dans le creux supérieur dans la partie supérieure du creux du losange poplité. Je vous ai mis les muscles. Ici, on a bien donc ce triangle poplité qui est délimité latéralement par le biceps fémoral cheflon, médianement par le semi-membraneux et le semi-tendineux, en dessous par le gastrocnémien, et le plantaire n'est pas une délimitation, mais on peut l'apercevoir dans cette fosse. Et donc, ça vous fait un losange qu'on appelle la fosse poplité. Et donc, pour visualiser, je vais vous atténuer les muscles semi-membraneux, semi-tendineux. On voit derrière, vous voyez, on voit derrière l'artère poplité avec la fin de l'artère fémorale juste au-dessus. Encore une fois, cette application est relativement approximative puisque l'artère fémorale, en réalité, elle descend un petit peu plus bas. Là, ils ont fait une grande artère poplitée qui est un petit peu plus courte du fait que cette artère, donc je vous enlève les muscles là, l'artère fémorale descend un petit peu plus bas, vraiment dans la partie supérieure du creux et non pas très en amont, comme on peut le voir juste ici. Je vous ai dit aussi qu'elle passait dans le canal des adducteurs. Le canal des adducteurs, c'est quoi? C'est délimité. C'est en fait le prolongement de ce qu'on appelle le trigone fémoral, dont on va parler juste après, mais qui est formé, le trigone fémoral, par quoi? Par le ligament inguinal, le muscle sartorius et le long adducteur. Vous voyez bien que ça fait un triangle. Et bien ce triangle, il se prolonge par le canal des adducteurs, qui est dessiné par quoi? Eh bien, par le grand adducteur, le long adducteur et le court adducteur. Donc ici, on garde le long adducteur qui est aussi une limitante du trigone fémoral. On y ajoute derrière le court adducteur et le grand adducteur. Alors si je dis pas de bêtises, attendez, ça c'est le pectiné. Et donc voilà, le grand adducteur qui est tout derrière. Donc grand adducteur, long adducteur, court adducteur, qui forme le canal des adducteurs. En même temps, c'est logique, c'est dans leur nom. Prolongement du trigone, où va passer, donc, vous voyez, notre fémoral. Là, si je mets en vue très supérieure, on voit bien, vous voyez, que ça descend dans ce canal, toujours derrière le sartorius. Parlons de manière un peu plus précise du trigone fémoral. Donc, ce qu'on a dit, c'est une région qui va être encadrée par le ligament inguinal, le sartorius et le long adducteur. Sartorius qu'on appelait avant le muscle couturier. Donc le long adducteur, il s'étend du pubis jusqu'à la ligne âpre du fémur, donc pubis jusqu'à la ligne âpre du fémur qu'on ne voit pas ici, mais peu importe, là on n'est pas sur les insertions des muscles. En tout cas, c'est la branche inférieure ou médiane du triangle. Le sartorius, c'est plutôt la branche, l'insertion latérale, et le ligament inguinal, c'est plutôt la partie supérieure de ce triangle. Donc, ce triangle sépare le tronc, le tronc, là, tout ça, là, ici, c'est les obliques externes, mais le tronc, vous voyez ce que c'est, des membres inférieurs, Il est très superficiel et expose des éléments, comme on l'a dit, vasculo-nerveux importants. Ici, on a parlé donc de cette artère fémorale qui y passe,
Mais si je rajoute la vascularisation veineuse, vous voyez également qu'on a plus, de manière plus interne, la veine fémorale. Et si je rajoute également les lymphatiques et surtout les nerfs, vous voyez qu'on y retrouve le nerf fémoral plus en extérieur. Donc si on fait une coupe, en fait, on va enlever les lymphatiques, si on fait une coupe de ce trigone fémoral, vous voyez là, je descends comme si je faisais une vue par les pieds, de dehors en dedans, on retrouve qui passe dans ce trigone fémoral le nerf fémoral, l'artère fémorale et la veine fémorale. Ça fait nave, ça fait nave, nerf, N-A-V. Ok, ça fait nave. Voilà. À savoir que le ligament inguinal qui s'étend de l'épine, l'épine iliaque antéro-supérieure qui est palpable jusqu'au pubis, il va définir un espace avec 2 compartiments qui sont séparés par ce qu'on appelle une bandelette iliopectinée, qui est une bandelette ligamentaire, c'est un ligament. Pourquoi iliopectinée ? Parce qu'elle s'étend, cette bandelette, de l'ilion vers le pubis. Donc en fait, cet espace-ci, c'est pas un espace qui n'est pas compartimenté, qui est autant lacuné, il n'y a pas autant de vide, il y a vraiment une bandelette iliopectinée qui va séparer 2 compartiments, un compartiment en fait musculaire et un compartiment vasculaire. En dehors de cette bandelette iliopectinée, on aura le compartiment musculaire avec, comme on l'a dit, le nerf fémoral, le plus gros nerf passant dans cette région, le muscle iliopsoas, le nerf cutané latéral de la cuisse, très superficiel à cet endroit-là. Je vous mets un schéma juste ici. Et en dedans de cette bandelette iliopectinée, on a le compartiment vasculaire avec de dedans en dehors, donc partant plus de l'intérieur de la cuisse, on aura, je vous remets les lymphatiques, donc on aura les lymphatiques, la veine fémorale, l'artère fémorale, le nerf génitofémoral, qui va rapidement se séparer en plusieurs branches. Et pour le moyen mémotechnique, comment on fait ? On pense à Ivan, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. On a veine, artère, nerf. Et vous rajoutez le I pour penser que vous partez de l'intérieur. Veine, artère, nerf. Ok. Donc voilà, ça c'est très important. Ce trigone fémoral, cette limitation avec le ligament inguinal, séparé par une bandelette ligamentaire qu'on appelle iliopectinée, qui nous donne un compartiment musculaire vers l'extérieur et plutôt vasculaire vers l'intérieur. Ça, c'est très important à connaître, un point de vue anatomique, parce que si on va toucher à cette région, il faut y connaître les éléments qui passent, parce que c'est des éléments qui sont très très importants, qui sont de gros vaisseaux, des nerfs qui vont se subdiviser pour innerver toute la jambe, clairement, les lymphatiques également. Donc c'est vraiment primordial, parce que si on va tripoter cette région, on peut vite causer des catastrophes, si on la connaît mal. Si on s'intéresse aux limites de ce compartiment vasculaire qui est sous le ligament inguinal séparé par la bandelette iliopectinée du compartiment musculaire, ce compartiment vasculaire est délimité par, en haut, on l'a dit, le ligament, j'arrive pas à le mettre en surbrillance, le ligament inguinal, voilà merci, j'ai enlevé la lymphatiques, le ligament inguinal en haut, le muscle iliopsoas en dehors et en profondeur. Vous voyez que il passe donc iliopsoas en profondeur et en dehors. Le muscle sartorius, qu'on n'oublie pas, qui est en dehors, donc de l'épine iliaque antéro-supérieure au condyle médial du fémur. Le muscle long adducteur, qui est juste ici. Le muscle, donc là ça c'est plutôt le long adducteur qui est en dedans. Le muscle gracile également qui est en dedans. Et le muscle pectiné qui est en dedans et en profondeur. Et pour vous montrer tout de suite le muscle gracile qui est juste ici. C'est pour ça que c'est très important de visualiser pour voir les insertions, ça c'est autre chose, mais surtout voir la position
par rapport, on a dit, à ce compartiment vasculaire, pardon, attention, compartiment vasculaire, donc qui est vraiment en dedans de la bandelette, on a le gracile, on voit bien, cotonnement sur brillance, qui est en dedans. Le long adducteur, qui est également en dedans. Le pectiné, qui est également en dedans. Et lui qui est juste derrière les éléments vasculaires. Ensuite, le sartorius. Le sartorius, si on sait où il est visuellement, on sait que ça va être une limitante plutôt externe, en dehors de ce compartiment vasculaire, vous voyez, qui s'insère sur l'épine iliaque antéro-supérieure. Donc lui, en fait, il va être très proche du compartiment musculaire et passer un peu en dehors du compartiment vasculaire. Ensuite, le muscle ilio-psoas qui passe derrière. Et enfin, le ligament inguinal qui passe au-dessus. Et voilà pour ces limites du compartiment vasculaire. Il est intéressant de noter que le pédicule vasculo-nerveux, donc les nerfs et les vaisseaux, passe d'une position antéro-supérieure, donc en avant et au-dessus, j'ai envie de dire. Donc là, en fait, on va le dire de manière plus simple. Je vous le dis d'une manière médicale et ensuite je vous l'explique avec des mots plus simples, mais le pédicule vasculo-nerveux, il passe d'une position antéro-supérieure superficielle à une position postéro-inférieure profonde en passant dans le canal des adducteurs, par le hiatus fémoral. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire d'une manière plus simple ? Encore une fois, c'est à visualiser. On voit bien que les éléments vasculo-nerveux, ici, ils sont très superficiels, très en avant, et en haut du membre. Donc, antéro, superficiel, ça veut dire que ils sont proches de la peau, ils sont en haut du membre, et ils sont devant. On a dit ensuite, on passe dans le canal des adducteurs. Ici, je vous ai enlevé pas mal de muscles. J'ai laissé à droite tous les muscles pour vous voyez. Mais en fait, on passe derrière le canal des adducteurs, dans le canal des adducteurs, derrière le sartorius notamment. Et on a des vaisseaux qui, on avait dit, qui ont un trajet, notamment pour l'artère fémorale, en arrière, pour aller dans la fosse poplitée. Donc, ils se retrouvent plus superficiels mais profonds. Et à l'arrière de l'os, donc postérieur, profond, et en bas du membre, donc inférieur, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit que la masse vasculo-nerveuse passe d'une position antérieure, superficielle et supérieure à une place qui est plutôt inférieure par rapport au membre, profonde et postérieure par rapport à l'os. D'accord ? Profond, pourquoi ? Parce qu'en fait, même s'ils vont en postérieur, ils sont beaucoup moins près, ici, là, de la peau, qu'ils ne le sont ici, parce qu'ils vont vraiment longer l'os et l'articulation. Donc même s'ils passent derrière, ils sont quand même relativement profonds par rapport à ce pédicule vasculo-nerveux juste ici, avec le début de l'artère fémorale, qui est vraiment très très proche de la peau et en devant des muscles. Voilà. Ok, on continue. On va parler maintenant de la fosse poplitée. La fosse poplitée qui forme un petit losange, comme on l'a dit, à l'arrière du genou, qui est délimité en haut par les muscles ischio-jambiers. Les muscles ischio-jambiers, il s'agit du biceps fémoral, du semi-tendineux et du semi-membraneux. Donc biceps fémoral ici, chef long, semi-tendineux, semi-membraneux. Petit moyen mémotechnique pour savoir que le membraneux, c'est le plus large et le plus profond que le semi-tendineux. Vous pensez à semi-membraneux, membraneux, c'est comme une membrane qui va venir entourer le semi-tendineux, qui est membrane plus grand que le tendon. À chacun son moyen mémotechnique. Il y en a qui font Marie-Thérèse en partant de l'intérieur. Marie-Thérèse, donc ils savent que le membraneux est le plus interne, donc le plus large que le tendineux. Ça marche pas à tous les coups. Chacun son moyen mémotechnique. Moi, c'est de me dire que c'est une grande membrane par rapport au petit tendon. Voilà. Donc semi-membraneux derrière est plus large par rapport au semi-tendineux qui est plus superficiel. Donc ces muscles ischio-jambiers, si on réfléchit 30 secondes, parce que c'est intéressant, à quoi à votre avis ils servent ? Eh bien,
n'y a pas besoin de réfléchir 30 ans, mais un peu quand même. Par exemple, biceps fémoral. Imaginez qu'il se contracte. Ben là, c'est très clair. Chla, hop, en arrière. Ça va faire quoi? Ça va permettre la flexion du genou. Ok? La flexion du genou, on pourrait dire le repliement du tibia sur la cuisse aussi. Ou alors l'élévation du genou vers les hanches. Bref, la flexion du genou. Ok? Pareil, si le semi-tendineux et le semi-membraneux se contractent, et ben hop, schlac, flexion du genou. Ok? Ça, c'est vraiment les ischio-jambiers qui permettent notamment ce mouvement. Mais c'est intéressant à chaque fois de se poser la question, on se met hop sur un muscle, on imagine qu'il se contracte par rapport à son insertion, à sa position, qu'est-ce que ça va faire avec le membre? C'est pour ça que moi, je n'ai jamais vraiment appris les fonctions, mais j'essaye vraiment d'apprendre les positions avant les fonctions, parce qu'ensuite, les fonctions, elles vont un peu de soi. D'accord? Ça, c'est pareil. Imaginons, vous vous mettez sur le grand... On s'écarte un peu, mais le grand glutéal, s'il se contracte, qu'est-ce que ça va faire? Hop, vous contractez là vos fesses. Tac. Qu'est-ce que ça fait? Ça va plutôt permettre... Eh bien, quoi? La flexion de la jambe sur le tronc ou l'extension de la jambe? Ça va plutôt permettre... Schlac. L'extension de la jambe. Ok? On se reconcentre donc sur notre fosse poplitée, qui est délimitée en bas par le muscle gastrocnémien, d'accord, qu'on appelle aussi triceps sural, en partie. Bon, avec deux chefs, chef latéral et chef médial. Pourquoi on dit que c'est le triceps sural en partie? Parce que le triceps sural, c'est un muscle de la postérieure superficielle de la jambe qui regroupe trois muscles, le muscle gastrocnémien en partie, divisé, comme on l'a dit, en chef médial et latéral, et le muscle soléaire. Voilà. Donc triceps sural parce qu'il a déjà les deux chefs du gastrocnémien et un troisième chef qui est à lui tout seul le muscle soléaire qui définit le triceps donc sural en profondeur, alors que le muscle gastrocnémien c'est un muscle qui est superficiel. Le contenu de cette fosse poplitée de dehors, d'accord, donc là si je dézoome, vous voyez que le dehors, voilà, c'est plutôt vers ici et le dedans vers ici, ok. Donc de dehors en dedans, on a le nerf fibulaire commun, ok. Ensuite, on a le nerf tibial qui passe relativement, vraiment perpendiculairement et au milieu. Je sais plus comment on dit en mathématiques pour dire qu'un truc passe au milieu. La médiane, ouais, c'est la médiane de ce trigone, le nerf tibial. Ensuite, on a la veine, voilà, la veine poplitée et l'artère poplitée. Ici, le moyen mnémotechnique, d'accord, c'est pas Ivan, c'est Yaven, on pourrait dire. Donc Ivan, c'était pour le trigone fémoral, d'accord, de l'intérieur vers l'extérieur, on avait donc Ivan, la veine fémorale, l'artère fémorale et le nerf fémoral. Ici, c'est Yaven, parce que de l'intérieur vers l'extérieur, on a d'abord l'artère fémorale, puis la veine fémorale, et ensuite les nerfs tibial et commun, j'arrive plus à cliquer dessus, voilà, et commun, ok, qu'on appelle aussi péronnier. D'où viennent ces nerfs fibulaires communs et tibial? Eh bien, ils viennent, ça c'est intéressant de le savoir, si j'enlève les muscles, ils viennent du nerf sciatique que l'on voit juste ici. Gros nerf sciatique, vous voyez, qui passe derrière le grand glutéal, là, dans la fesse. Nerf sciatique où des fois qu'on se bloque, où on a mal, quand on prend mauvaise position notamment. Ce gros nerf sciatique se divise donc en nerf tibial et en nerf fibulaire commun qui passent tous les deux dans cette fosse poplitée. Si j'enlève les muscles et que je reviens parler de la vascularisation, l'artère poplitée, on a dit qu'elle provenait de l'artère fémorale. Quand celle-ci passe donc dans le canal des adducteurs par le hiatus des adducteurs, hiatus c'est simplement le petit trou là dans le canal, c'est l'artère principale du genou et également donc un point de compression en cas d'hémorragie. On peut notamment y palper un pouls également, et si ce pouls
petite nota bene, mais si ce pouls est trop bien senti au niveau de la fosse poplitée, qui est trop bien battu, parce que normalement il reste relativement discret, ça peut nous faire penser à un anévrisme de l'artère poplitée. Et contrairement à un anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale qui se rompt, le plus grand risque, c'est un anévrisme de l'artère abdominale, c'est justement qui se rompt et donc c'est un risque hémorragique. Alors que le plus grand risque pour un anévrisme, donc une dilatation localisée de l'artère poplitée, donc au niveau du genou, le plus grand risque, c'est pas qu'il se rompt, mais bien qu'il se bouche. Et donc ensuite, on peut faire ce qu'on appelle claudication intermittente avec une AOMI, une artériopathie oblitérante des membres inférieurs avec ischémie, patati, patata. Ça, c'était pour la petite nota bene. Son trajet, eh bien, il est relativement vertical, vous l'aurez vu, ok. Passe derrière l'articulation du genou, on l'a déjà dit, pour se diviser en quoi? Eh bien, en tibial antérieur et en tibial postérieur. Je vous enlève les nerfs et les veines. Vous voyez qu'il va donc donner une tibiale postérieure et une tibiale... Oh là, j'ai cliqué sur la fibulaire, pardon. Donc, on se remet sur la poplitée, qui donne donc une tibiale antérieure et une tibiale postérieure qui fait en fait un tronc et qui donnera ce qu'on appelle une récurrente, qui fera comme un peu une circonflexe autour du genou. Peu importe, c'est important de savoir, poplitée qui donne une tibiale antérieure, donc qui repasse devant le membre de la jambe, et une tibiale postérieure qui donne un tronc avec directement deux collatérales, une récurrente et une fibulaire, et donc cette tibiale postérieure qui reste vraiment derrière la jambe. Ok. Donc comme je viens de le dire, elle donne plusieurs collatérales qui forment un cercle périarticulaire, donc autour de l'articulation du genou. Ces rapports à cette artère poplitée, ça va être tout, là si on visualise tout bonnement le gastrocnémien, d'accord, que je viens d'enlever, et donc encore en dessous le muscle soléaire. Et comme on l'a dit, gastrocnémien plus soléaire, ça forme le triceps sural. Vous le voyez là, je suis derrière la jambe. Ici, c'est à gauche. Là, ok, la poplitée ici. Donc vous voyez bien qu'il y a par-dessus le gastrocnémien que j'atténue. Et encore en dessous, si je l'enlève, le soléaire. Que là, j'atténue. Voyez. Exactement. Donc il passe, les délimité en arrière, j'ai envie de dire, cette artère poplitée est délimitée en arrière par le triceps sural composé du muscle gastrocnémien et de ses deux chefs, médial, latéral, et du muscle soléaire. Ok, donc on continue avec l'artère tibiale postérieure qui nous vient de l'artère poplitée, qui a un trajet vertical profond dans le même axe que l'artère fémorale. Là, si je me mets de profil, j'ai atténué ici la fibula, d'accord? Si je me mets de profil, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que l'artère fémorale ici donne il faut s'imaginer un axe, donc. Et dans ce même axe, on voit bien qu'on a la tibiale postérieure, puisqu'en fait, la poplitée, elle a suivi l'articulation du genou, donc elle a fait une espèce d'arrondi. Et ensuite, donc, de la fémorale à la tibiale postérieure, on se retrouve bien, si on traverse ici l'articulation, dans un même axe. Ce qu'on voit très bien ici avec je pense que c'est une artériographie avec produit de contraste, en tout cas. On voit bien, j'ai tracé un axe, on voit bien l'artère fémorale, qui dans le même axe suit l'artère tibiale postérieure, ok. Et alors attention, ce qui est un petit piège, c'est qu'on voit ici le tronc, ce qu'on appelle le tronc tibiofibulaire, et on pourrait croire que en fait le début de ce tronc c'est l'artère tibiale postérieure comme la flèche nous montre, et qu'ensuite elle se subdivise en deux collatérales, la fibulaire et une autre. Et en fait non, elle se subdivise pas en deux collatérales. En fait la branche ici on est de profil, mais la branche ici de profil à gauche de l'image, c'est l'artère fibulaire, et à droite c'est toujours l'artère postérieure, d'accord? C'est pas le tronc postérieur plus
deux collatérales. C'est le tronc postérieur qui se continue dans l'axe fémoral, qui donne une collatérale, qu'est la fibulaire, même si on dirait que c'est vrai que ça se subdivise. Et ici, on voit bien donc l'artère tibiale antérieure, grâce au petit contraste, qui vient crocheter en avant pour passer du coup au devant de la jambe, au niveau du tibia, en fait. Et excusez-moi pour l'aspirateur en fond, pas très agréable, mais c'est partie de la vie. Alors, pour continuer le trajet de cette artère tibiale postérieure, si on la suit maintenant sur Visual Body, si on veut le dire en anglais. Donc l'artère tibiale postérieure qui va passer donc sous le rétinaculum défléchisseur, d'accord ? Ce fameux ligament, on en parlera après. Elle va passer donc derrière, en arrière de la malléole médiale, d'accord ? Dans le canal tarsien. Canal tarsien qui est en fait une gouttière formée, délimitée par des tendons. Le tendon, donc, par rapport à la malléole médiale, en fait, en arrière, vers le calcaneus, on va avoir le tendon du muscle long fléchisseur de la luxe, d'accord ? Et plus en dedans, donc plus vers le talus, puisque pour rappel, l'os du talus donc, n'est pas le talon, le talon c'est le calcaneus, sur lequel se pose l'os talus. Donc plus en dedans de la malléole et de la cheville, on va avoir une délimitation de ce canal tarsien, donc de cette gouttière, par les tendons des muscles tibial postérieurs et long fléchisseur des orteils. Je vous mettrai un magnifique schéma dessiné par moi-même. C'est pas de la haute couture, on est d'accord, mais c'est pratique pour retenir les délimitations du canal tarsien. Donc, en arrière, le tendon du muscle long fléchisseur de la luxe. On peut penser que sur le trajet, tac, 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 il va vers l'orteil. Donc, long fléchisseur de la luxe. Et, le gros orteil, quoi. Et plus en dedans, les tendons du muscle tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. Cette artère tibiale postérieure est également en rapport avec donc, le muscle soléaire, comme vous le voyez juste ici, tibial postérieur, muscle soléaire, que je rappelle qui fait partie du triceps sural. Sa plus grande collatérale à cette artère tibiale postérieure, on l'a dit, donc c'est la branche fibulaire. Donc là, j'enlève le gastrocnémien, je me retrouve avec le soléaire. Poplité, j'enlève le soléaire, et donc je vois bien une branche fibulaire qui est la plus grande collatérale de l'artère tibiale postérieure, qui va donc, fibulaire, si j'enlève les muscles, on le voit bien, rejoindre ici, voilà, la fibula. Ok. Cette artère tibiale postérieure donc, a une grande collatérale fibulaire, mais elle donne aussi une artère nourricière du tibia, ok, et une artère malléolaire médiale. Concernant l'artère tibiale antérieure, on peut palper, grâce à celle-ci, le pouls pédieux sur sa fin, d'accord, on en parlera après. Elle a un trajet qui est oblique vers le bas et vers l'avant, vous voyez bien, si je dézoome, vers le bas et vers l'avant, puisque c'est de la logique. Elle nous provient de quoi ? Elle nous provient de, on a dit, la poplité. La poplité qui était l'artère donc du derrière du genou, comme on le voit juste ici, ok ? Poplité qui est juste là. Et on, pour le dire une énième fois, qui a donné la tibiale postérieure, donc à l'arrêt de la jambe. Et donc si elle nous donne une tibiale antérieure, il faut que cette artère repasse au devant de la jambe. Et donc pour ce faire, elle passe entre les deux os que sont le tibia et la fibula, que j'ai ici atténué pour qu'on voit le trajet postérieur fibulaire de la tibiale antérieure. Donc elle repasse au devant de la jambe, ok ? Donc ça lui fait bien, pour passer de l'arrière à l'avant, un trajet oblique vers le bas et vers l'avant. Elle traverse la membrane interosseuse, comme on l'a dit, membrane interosseuse entre le tibia et la fibula.
ok, et va vasculariser les muscles de la loge antérieure. Elle est en rapport avec, si on met les nerfs, elle est en rapport avec le nerf fibulaire commun, vous voyez vraiment qu'ils sont très très proches, quasiment accolés en fait. Et cette artère va venir sur le dos du pied pour donner des arcades. Petit rappel, le dos du pied c'est le dessus du pied et la plante du pied c'est le dessous du pied. Voilà. Elle va donner des collatérales, comme par exemple l'artère malléolaire latérale, puisque pour rappel, l'artère malléolaire médiale provient de la tibiale postérieure. C'est assez logique, puisque l'artère tibiale postérieure passe derrière la malléole médiale, donc elle donne une collatérale malléolaire médiale, tandis que l'artère tibiale antérieure donnera l'artère malléolaire latérale, qui participe, toutes ces collatérales, au cercle périarticulaire de la cheville. Si j'enlève, les ligaments, on visualise bien donc la tibiale antérieure, qui donne ici la dorsale du pied, la tarsienne latérale, et aussi, ici on ne voit pas la collatérale sur cette application malléolaire latérale, mais elle participe donc à la vascularisation de la cheville. L'artère tibiale antérieure devient, on a dit, l'artère ici dorsale du pied, entre le premier métatarsien et le deuxième, on voit bien là, dorsale, entre premier métatarsien et le deuxième métatarsien, et c'est à ce niveau-là qu'on peut prendre ce qu'on appelle donc le pouls pédieux, au niveau de l'artère dorsale du pied, qui nous provient de l'artère tibiale antérieure. Elle est en rapport avec, on l'a dit, le nerf fibulaire commun, puis le nerf fibulaire profond. Donc ici, on a le nerf fibulaire profond, qui nous vient du nerf fibulaire commun, qui donne, le nerf fibulaire profond. Tout à l'heure, je vous ai montré celui-ci en vous disant que c'était le nerf fibulaire commun, c'est une erreur. Ici, là, qui est accolé à la tibiale antérieure, c'est bien le nerf fibulaire profond qui nous provient du nerf fibulaire commun, qui est en rapport vraiment qu'avec le début de la tibiale antérieure. Cette artère tibiale antérieure est aussi en rapport avec la gouttière entre le muscle tibial antérieur et le long extenseur des orteils et de l'hallux. Donc là, on remet nos chefs musculaires. On a dit le muscle tibial antérieur, qui est juste ici. Voilà. On aperçoit bien ici l'artère tibiale antérieure. Donc le tendon du muscle tibial antérieur, le long extenseur de l'hallux et le long extenseur des orteils qui fait un éventail. Donc on voit bien que médialement, on a, là je vous l'atténue, ce muscle. Médialement, ça va être délimité par le muscle tibial antérieur, plutôt latéralement le long extenseur de l'hallux et encore plus latéralement le long extenseur des orteils qui nous forment donc un canal où va passer l'artère tibiale antérieure. Donc concernant les artères du pied, tout simplement, comme on l'a dit, elles ont pour origine les artères tibiales antérieures et postérieures, ainsi que l'artère fibulaire qui vient elle-même de l'artère tibiale postérieure, pour former des arcades. D'accord ? Donc l'artère fibulaire, comme on le voit, je vais enlever la fibula, plus de fibula. Comme on voit ici, l'artère fibulaire va donner des rameaux, j'enlève les nerfs, des rameaux malléolaires latéraux, comme on le voit juste ici, et aussi des rameaux calcanéens, d'accord ? Donc là, on se pose sur le calcanéus, juste ici. Alors, encore une fois, cette application, elle n'est pas non plus très très développée autant que les schémas du Néter, mais il faut s'imaginer que la fibulaire, elle va donner des rameaux calcanéens et des rameaux latéraux, comme on le voit très très succinctement sur cette application. Ok. Donc, on l'a dit, c'est une collatérale, la fibulaire de l'artère tibiale postérieure. Et tandis que l'artère tibiale postérieure, elle se termine derrière la malléole médiale, juste ici. Voilà. Ok. Tibiale postérieure, malléole
médial et sa collatérale fibulaire donnent les rameaux malléolaires latéraux et calcanéens. L'artère tibiale antérieure qui est juste ici, on a dit elle devient l'artère dorsale du pied qu'on appelle aussi l'artère pédieuse où on palpe le pouls pédieux entre le premier ici et le deuxième métatarsien. Elle se divise en artères tarsiennes, artères tarsiennes latérales et médianes qui vont se réunir pour donner une arcade dorsale ou artère arquée qui elle donnera des artères métatarsiennes dorsales puis des artères métatarsiennes digitales. Donc, artère métatarsienne dorsale, puis digitale dorsale. On voit très bien ici, d'accord ? La tibiale antérieure qui nous donne la dorsale du pied et la tarsienne latérale, Donc en fait, la dorsale du pied, ça fait office de la collatérale médiane de l'artère tibiale antérieure, Elles se réunissent pour former une artère arquée, on le voit ici, c'est l'arcade dorsale, qui donne ensuite les métatarsiennes dorsales, puis, les digitales dorsales. Ici, donc, on a formation d'un triangle, d'une arcade, avec dorsale du pied, latérale tarsienne, puisque là, on est au niveau, tout ça, c'est les os du tarse, d'accord ? Voilà. Tarsienne latérale, artère arquée qui forme un triangle, ensuite métatarsienne dorsale, digitale dorsale. J'espère que c'est clair. Ces artères métatarsiennes et digitales dorsales forment des collatérales avec les artères plantaires profondes. Donc je passe à la plante du pied. Et on a à peu près le même schéma avec encore une fois la formation d'une arcade. Cette fois-ci, on ne part pas donc de l'artère tibiale antérieure, mais bien de l'artère tibiale postérieure, d'accord ? Donc je pars de mon artère tibiale postérieure, je passe donc dans le canal tarsien, au niveau en arrière de la malléole médiale, d'accord ? Donc attention, je fais un rappel, des fois c'est peut-être que ma langue fourche, mais quand on dit médial, donc médialement, ça s'oppose à latéralement, ça veut dire à l'intérieur du membre. À ne pas confondre avec quand on dit médiane, c'est la médiane de. Médiane, ça veut dire que ça passe au milieu. Alors que médial, ça veut dire à l'intérieur du membre. Donc on dit bien la malléole médiale et pas la malléole médiane. D'accord ? Parce que c'est la malléole qui est à l'intérieur du membre. C'était un petit aparté. Donc là, pour parler de la plante du pied, on se place par rapport donc, à l'artère tibiale postérieure, on passe sous le pied, donc il y a la plante du pied. Et cette fois-ci, contrairement à la partie dorsale, notre arcade n'est pas composée de 3 artères qui étaient, pour la partie dorsale, la dorsale du pied, la tarsienne latérale et l'arquée. Ici, à la plante du pied, ça va être donc la plantaire latérale. Donc celle-ci, on la retrouve aussi au dos du pied avec la tarsienne latérale. Donc là, on n'a pas la tarsienne latérale, mais la plantaire latérale. Parce qu'ils ne suivent pas le même terrain. Là, on dit ensuite médialement, on a la plantaire médiale par opposition à la plantaire latérale. Jusqu'ici, tout va bien. Mais au lieu d'avoir directement entre la plantaire médiale qui est en fait au dos du pied la dorsale, au lieu d'avoir directement ensuite une arquée qui les relie, pour terminer le triangle, ici, la plantaire médiale se subdivise en plantaire médiale superficielle, qui va suivre, le premier métatarsien pour rejoindre l'hallux, et ensuite, une plantaire médiale avec une branche profonde. Et c'est en suivant cette branche profonde qui rejoint le deuxième métatarsien qu'ensuite, on va avoir notre arcade plantaire profonde pour terminer ce triangle de collatéral. D'accord ? Donc ici, notre arcade est formée de 1, 2, 3, 4 artères plantaires, à l'inverse du triangle arcadien du dos, qui était formé de 1, 2, 3
artères. Ici, c'est vraiment parce que la plantaire médiale se subdivise en superficielle et en profonde, et c'est la continuité avec la profonde qui rejoint donc l'arcade plantaire profonde qui termine cette arcade plantaire, ce triangle. Ensuite, c'est exactement la même chose, c'est la même logique. On va avoir les métatarsiennes plantaires, ensuite les plantaires communes. On avait bien donc les métatarsiennes dorsales et les digitales communes. D'accord ? Donc là, c'est la même chose. On a les métatarsiennes plantaires et les plantaires communes. Et ensuite, au bout du pied, d'accord, qu'est-ce qu'on a ? On a donc on avait les digitales dorsales. Ici, on a bien les digitales plantaires. D'accord ? À savoir que ces digitales vont s'anastomoser. Donc les digitales plantaires vont s'anastomoser avec les digitales dorsales au bout de chaque orteil, mais ce qui n'est pas représenté ici. Donc, on a vraiment un étage supérieur au dos du pied, un étage inférieur au dos du pied, qui se superposent de par leur organisation, avec une petite variante au niveau de l'arcade, d'accord ? Une arcade à 3 artères pour le dos du pied, une arcade à 4 artères pour la plante du pied. Mais globalement, ça se superpose et ça s'anastomose, ça se rejoint. Il y a une communication entre l'étage supérieur et inférieur du pied. Étage supérieur qui vient donc de la tibiale antérieure, étage inférieur qui vient donc de la tibiale postérieure. Passons maintenant à la vascularisation veineuse. Donc les veines sont composées d'un, pour le petit rappel anatomique, composition donc plutôt histologique, d'un endothélium, d'accord, qu'on appelle l'intima, la tunique interne qui peut former les replis pour faire les valvules, et d'une lame basale, puis ensuite d'une média, donc tunique intermédiaire composée de muscles lisses, et d'une tunique externe qui est l'adventice. La différence donc, vous l'aurez noté avec les artères, c'est qu'il n'y a pas de membrane élastique dans les veines. On peut faire le parallèle avec quoi, petite nota bene. Eh bien, avec le fait que la membrane élastique des artères, surtout les artères de gros calibre en fait, elle est ici pourquoi ? Elle est ici pour faire face à la pulsatilité qui est rythmée par le cœur en fait. D'accord ? Donc vous avez votre cœur qui bat. À la sortie de votre cœur vers les organes, pour vasculariser les organes, vous avez donc l'aorte thoracique, naturellement. Et cette aorte thoracique, donc artère de gros calibre, est très riche en fibres musculaires, élastiques, justement. Pourquoi ? Eh bien parce que quand le cœur se contracte, il envoie le sang tel une pompe, ce qui va en fait se traduire dans l'aorte par une pulsatilité. Ce qui en fait traduit une énergie, j'ai envie de dire, une énergie électrique avec la pulsatilité du cœur, en énergie mécanique avec la pulsatilité de l'aorte. C'est ce phénomène en fait de distension quand le sang arrive dans l'aorte, puis ensuite de retour, d'accord, comme un élastique qui se détend et qui revient, qui permet d'adapter notamment la pression, d'accord, parce que si l'artère en fait elle était rigide, le sang il enverrait un truc super fort dans l'artère qui ne se distendrait pas, ça augmenterait les résistances. Donc là, le fait qu'il y ait une pulsatilité dans cette artère qui est élastique, ça permet en fait tout simplement d'amortir. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça permet d'amortir les battements du cœur dans les artères. Et ensuite, plus on a des artères de petit calibre, ensuite vers les artérioles, moins on est riche en artères élastiques parce qu'on s'éloigne du cœur, donc on n'a plus besoin d'amortir la pulsatilité. Mais par contre, à l'inverse, on est riche en fibres musculaires pour pouvoir justement pratiquer la vasoconstriction pour réguler l'apport de sang vers les organes, vers la périphérie. Et bien ici, les veines, il n'y a pas de membrane élastique parce qu'elles ne sont pas à la sortie du cœur. Elles ramènent le sang vers le cœur. D'accord ? Donc c'est pas elles qui subissent cette pulsatilité. Donc on pourrait dire qu'elles n'ont pas besoin de cette membrane élastique pour amortir. Cependant, elles ont quelque chose que les artères n'ont pas à l'inverse.
chacun son truc. Elles ont des replis de l'intima, donc de leur endothélium, de leur tunique interne, que sont les valvules. Et les valvules, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à aider au retour veineux et en fait à un flux unidirectionnel dans les veines pour éviter la stagnation sanguine en bas de votre membre. Ça peut être justement une maladie des valvules, une dysfonction valvulaire, peut se traduire donc par une insuffisance veineuse qui peut évoluer ensuite en œdème, stagnation veineuse, puis en varice, dilatation veineuse, puis en phlébite, puisqu'il y a une stagnation, il y a une coagulation, qui peut ensuite remonter au niveau des poumons et vous faire une embolie pulmonaire. Le truc pas très sympa, d'accord ? Bref, tout ça pour dire que chaque vaisseau a sa particularité. Les artères avec leur limitante élastique très importante à la sortie du cœur et les veines avec leurs valvules pour aider au retour veineux. Voilà pour reposer les bases de différence entre ces deux types de vaisseaux. Bien qu'il y ait même les troisièmes vaisseaux qui existent sont les vaisseaux lymphatiques, mais alors ça c'est encore autre chose. À noter d'ailleurs qu'il n'y a pas de valvules dans le cerveau. Et oui, pas de valvules dans le cerveau. Elle a donc en fait une couche de moins que les artères. Donc on vient un peu d'en parler, la circulation veineuse doit lutter contre la pesanteur, la gravité pour revenir au cœur. Donc pour ça on a dit qu'elle avait les valvules qui accompagnent un flux veineux qui empêche le reflux. Donc c'est un dispositif anti-reflux qui est d'ailleurs de moins en moins fonctionnel avec l'âge et aussi surtout chez la femme. La marche, ça va permettre d'écraser le réseau veineux plantaire et de toute manière tout le réseau veineux de la jambe sous la contraction des muscles, tout simplement. C'est pourquoi un sujet qui reste longtemps alité, il a plus de risques de phlébite dû à la stagnation veineuse dans ses membres inférieurs, puisqu'il ne pratique pas le retour veineux grâce à la marche, il n'a plus vraiment de mobilisation musculaire au niveau de ses jambes. C'est pour ça qu'on leur fait pratiquer notamment beaucoup de kiné pour mobiliser ses muscles et favoriser le retour veineux, pour supplanter la marche qu'ils n'ont plus. Le battement aussi, le battement des artères au contact des veines. Bon, ça c'est un système de circulation veineuse qui est peu important, mais qui y participe tout de même. La force pulsatile du cœur et la force surtout aspirante du cœur de la cavité thoracique. C'est en fait le cœur qui a une pression négative qui va aspirer au niveau des veines pour former un retour veineux. Donc voilà, valvule, marche, battement, propulsion et aspiration du cœur. Donc 5 caractéristiques qui participent à la circulation veineuse et qui luttent contre la stagnation. Comme je vous ai dit, là j'avais noté une petite nota bene, pas de valvule dans le cerveau, ni dans le cœur d'ailleurs. Voilà. C'est pour des raisons embryologiques, notamment dans le cerveau, pour conserver le sang dans le cerveau qui est très précieux. On saute un peu les pathologies, je vous en ai déjà un peu parlé et c'est pas vraiment le sujet de ce cours. Et on attaque directement avec les veines superficielles. D'accord ? Donc le réseau de veines, il est divisé en 2 grandes catégories. Un réseau superficiel qui n'est pas parallèle aux artères et un réseau plutôt profond qui est lui parallèle aux artères. Donc les veines superficielles, ça va être quoi ? Ça va être la grande saphène qui est ici en surbrillance. Et la veine petite saphène, donc là c'est la grande saphène. Et alors attendez, grande saphène. Et petite saphène que je n'arrive plus à mettre en surbrillance. De toute manière, si on ne sait plus, on va aux origines. Grande saphène ici. Et petite saphène. Et petite saphène, voilà, ici. Ok, d'accord, puisque petite saphène au niveau de la malléole latérale et grande saphène au niveau de la malléole médiale. Voilà, comme ça qu'on les retrouve. Ok, petite et grande saphène qui drainent peu d'éléments vitaux. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en fait, on peut d'ailleurs les enlever quand on fait la chirurgie des varices.
vous avez une varice, donc une stagnation au niveau de ces veines-là. On peut faire ce qu'on appelle un curage. On vous enlève la grande saphène pour des raisons très, très, très logiques d'esthétisme notamment, d'accord, mais aussi de gêne. On vous enlève la grande saphène et ça n'a pas énormément de répercussions sur votre circulation veineuse parce que c'est une veine qui est superficielle et qui ne draine que peu d'éléments vitaux. Ok, donc on a dit que ce sont les veines les plus superficielles que l'on voit sous la peau d'une personne atteinte d'insuffisance veineuse. La grande veine saphène, on appelle aussi la longue veine saphène, qui a un trajet plutôt, ici on le voit plutôt antérieur, d'accord, qui passe devant le tibia, ok, qui est d'ailleurs voisine de l'artère tibiale antérieure à son origine. Elle provient donc de l'artère dorsale du pied, donc pour l'instant relativement superposable, mais elle devient complètement non parallèle aux artères dans la suite de son trajet. On voit bien qu'ici, elle remonte le tibia vers l'intérieur de la jambe pour former un réseau de collatéral qui va ensuite, si on remonte, on revient même dans la cuisse, se jeter au niveau de la veine fémorale. Ok ? C'est une veine, cette veine grande saphène, qui est une veine très volumineuse, qui fait 1 cm de diamètre, qui draine, comme vous l'aurez vu, une grande partie du membre inférieur, cuisse et jambe, donc toute la face médiale et antérieure de la jambe, et le dos du pied, et une partie des veines de la paroi abdominale inférieure. Donc avec les organes génitaux externes également, vous le voyez ici, on a la pudendale externe superficielle qui se jette dans la veine grande saphène avant de se jeter elle-même dans la fémorale. Donc la paroi abdominale inférieure, un peu les organes génitaux externes, mais surtout le membre inférieur entier et sa face, enfin quand je dis entier c'est cuisse et jambes, ainsi que sa face médiale et antérieure. Donc on a dit son origine à cette veine grande saphène. Si je redescends, ça va être la malléole médiale, d'accord, qui monte ensuite à la partie interne puis antérieure de la jambe pour se terminer au niveau du trigone fémoral en formant une crosse dans la veine fémorale, juste ici, par le hiatus. Elle s'y jette par le hiatus saphène. Ensuite, la petite veine saphène, qu'on appelle aussi la courte veine saphène, par opposition à la longue veine saphène, naturellement, qui est ici, qui prend son origine à la malléole latérale, on voit juste là, malléole latérale en longeant le calcaneus, d'accord. Elle a un trajet, par opposition à la grande saphène, elle a un trajet plutôt postérieur du membre inférieur et de la plante du pied, d'accord. Elle monte verticalement à la face postérieure de la jambe et arrive ainsi au niveau de la fosse poplitée, donc elle se jette bien avant la grande veine saphène. Donc elle ne va pas drainer la cuisse, elle va drainer uniquement la jambe, ok, pour se jeter ensuite dans la fosse poplitée au niveau de la veine poplitée où elle forme une crosse. Donc ça reste une veine qui est relativement plutôt accessoire, plutôt secondaire et plutôt postérieure, vous l'aurez compris. Elle est relativement voisine de l'artère fibulaire, branche de l'artère tibiale postérieure, vous voyez bien. Là, on a la veine fibulaire, l'artère fibulaire ici en surbrillance, et ensuite la veine fibulaire avec la saphène qui est très très superficielle. En fait, si je vous mets les muscles, voilà, là vous voyez super bien que c'est une veine qui est très superficielle par rapport à la peau. Si j'enlève les muscles, vous voyez vraiment qu'il y a un grand écart entre la petite saphène et la fibulaire, qui est elle une veine du réseau veineux profond. D'accord ? Par rapport, ici vous voyez, à l'artère fibulaire. Donc on dit qu'elles sont en rapport, qu'elle est en rapport, cette petite saphène, avec la fibulaire, on va dire en miroir. Mais sinon, celle qui est vraiment en rapport avec l'artère fibulaire, c'est la veine fibulaire, mais qui fait, elle, partie du réseau veineux profond.
Ok, j'espère que vous avez bien visualisé là, la petite veine saphène, vraiment, on pourrait dire, qui fait partie du mollet, hein, d'accord, et la grande saphène du réseau veineux superficiel. Ok, accessoire. Ensuite, on se concentre sur les veines, le réseau veineux profond, d'accord, qui est celui-ci superficiel, parallèle, superposable, c'est ce que je voulais dire, le réseau veineux profond est superposable aux artères, et dans le membre inférieur, on a généralement 2 veines pour une artère. Et là, on va clairement faire, si vous connaissez en fait la vascularisation artérielle, vous la faites dans l'autre sens pour la vascularisation veineuse, et c'est strictement la même chose. Donc on part d'en bas, je vous enlève le réseau artériel, ça fait beaucoup sinon. En plus, il se superpose et je vous le mettrai à la fin. On part d'en bas, ok. Les veines digitales, dorsales et plantaires. Ensuite, les arcades veineuses, juste ici, il y avait les métatarsiennes. D'accord ? Ensuite, là, hop, tibiale antérieure, tibiale fibulaire, donc là, tibiale antérieure, fibulaire, tibiale postérieure, exactement comme les artères, d'accord ? On remonte, on a la poplité, ensuite la veine fémorale, d'accord ? Et la veine, profonde, fémorale profonde de la cuisse, donc là je suis postérieure. Je suis en vue postérieure. Ensuite, je me remets en vue antérieure. On arrive dans le trigone fémoral, juste ici, d'accord, qui reçoit la veine grande saphène d'ailleurs. Et ensuite, ici, on a la fémorale profonde. Trigone fémoral, on se gêne dans la veine fémorale. On remonte avec l'iliaque externe, qui rejoint l'iliaque interne au niveau de l'artère iliaque commune. Et ensuite, veine cave inférieure. Qui, donc, vous voyez, si je mets le réseau artérielle se superpose ici à l'aorte abdominale descendante et le chemin inverse. Vous voyez très bien ici l'artère iliaque externe, la veine iliaque externe, la fémorale profonde, la fémorale profonde. Bon, c'est vraiment superposable au réseau artériel. J'en ai donc fini avec cette vascularisation pour la partie 1. C'est déjà, je pense, assez long et assez conséquent de voir ça. Donc là, on a vu le réseau artériel et le réseau veineux dans une première partie. Et dans une seconde partie, nous verrons les lymphatiques, donc avec les lymphoneux et tout ce qui est l'innervation, avec le plexus lombal et ses collatérales principales, et le plexus sacré et ses collatérales principales, notamment le nerf ischiatique. Et on aura terminé pour la vascularisation et innervation du membre inférieur. J'espère que c'était assez clair. Des fois, je sais que moi, voilà, je l'ai sous les yeux, donc j'essaierai vraiment de bien superposer la vidéo pour que ce soit clair à chaque fois que je parle d'une artère ou d'une veine, que vous ayez bien la correspondante en vidéo. Je sais que parfois, ça peut faire je peux m'embrouiller, j'essaie d'être claire et concise. Dites-moi si vous avez des questions, si vous voulez que je parle autrement, que je m'exprime autrement, si c'est bien, si c'est pas bien, faites-moi des commentaires constructifs, il n'y a aucun souci. Et je m'adapterai. Voilà, j'en ai terminé, je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous pour la partie 2.